Guillaume Pelletier, votre invité ce matin. Oui, numéro 2 du parti LR et député. Et pour être très précise, vice-président de LR. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. L'épidémie de coronavirus, évidemment, c'est le sujet qui s'impose, qui va durer des jours, des semaines et des mois, a dit le président Emmanuel Macron hier, en appelant à faire bloc. Comment est-ce que vous avez reçu ce message? Qu'est-ce que vous comprenez? D'abord, le président de la République a raison d'être sur le terrain, de suspendre un certain nombre de ses activités pour s'occuper prioritairement d'une crise sanitaire à retentissement international qui préoccupe beaucoup les Français. Et le rôle, notre rôle en tout cas, comme premier parti d'opposition, c'est d'être auprès du gouvernement pour démontrer aux Français que la question du sang-froid, de la vigilance, c'est une question essentielle. Et donc on a besoin d'unité et de cohésion. Pour autant, il faut que le gouvernement, et nous serons nous vigilants, soit dans une logique de transparence absolue. On regarde dans les différentes enquêtes les Français très inquiets d'un manque d'informations sur la partie sanitaire. Faisons confiance aux médecins, aux professionnels de santé qui sont très mobilisés et auxquels on doit rendre hommage, parce qu'on a la chance, on s'en aperçoit en France, malgré la crise des hôpitaux, d'avoir des médecins, des infirmiers, des aides-soignants très mobilisés sur la question. Et puis, il y aura le grand enjeu. Du strict point de vue sanitaire, on va, j'allais dire, clore ce chapitre-là, mais il est important. Vous accordez un satisfecit pour l'instant à la gestion du gouvernement? Oui, parce que, d'abord, il y a le gouvernement et surtout les autorités sanitaires dans notre pays. On voit très bien dans l'expression publique, sur vos antennes, de manière très régulière, combien tous les professionnels de santé s'expriment de manière claire, précise, avec toutes les recommandations nécessaires. Et le gouvernement accompagne, avec le président de la République et les ministres de la Santé, cette logique qui doit être la logique de chacun de nos compatriotes. Faire corps, faire bloc, parce que comme vous l'avez dit à juste titre, ça va probablement durer des semaines ou des mois. Mais il y a d'autres enjeux qui nous préoccupent, nous les Républicains. Ça parce qu'hier, votre collègue LR, Robin Reda, devant la représentation nationale, vous y étiez dans l'hémicycle, question au gouvernement, a interpellé quand même le gouvernement sur le thème précisément. Les hôpitaux ne sont pas prêts, les hôpitaux sont épuisés. Donc il a introduit un élément d'inquiétude. Est-ce que c'est responsable d'un point de vue politique quand vous venez de dire qu'il faut faire bloc? Oui, parce que là où il a raison, et d'ailleurs je crois que même le gouvernement le reconnaît, ou alors il serait profondément aveugle et sourd, la crise de l'hôpital n'est pas finie. Elle est aujourd'hui entre parenthèses compte tenu de l'enjeu d'urgence sanitaire qui est devant nous. Mais bien entendu que le gouvernement a tardé à répondre à l'inquiétude immense, à la colère très légitime de nos hôpitaux, de nos cliniques, de nos projets de santé dans nos territoires. Et pour autant, est-ce qu'il peut faire face? Est-ce qu'il est en mesure de faire face, l'hôpital dans son entier, à cette crise sanitaire inédite, inattendue, etc. Je crois que oui, grâce à la mobilisation incroyablement déterminée, au nom du bien commun et de l'intérêt général de nos projets de santé. Mais n'oublions jamais qu'ils payent un lourd tribut, un lourd sacrifice dans leur investissement dans la gestion de cette crise. Et cette crise doit donc nous encourager encore plus. Et je pense au gouvernement... Donc il n'y a pas de contradiction entre ce que disait Robin Reda hier... Pas du tout. Après... Sans ouvrir de polémique. C'est message que vous faites ce matin, parce que si, lui, il a fait un peu de polémique. Non, parce que, sans ouvrir de polémique, il y a aussi des questions. Je regardais, je crois que c'était au journal de 20h de TF1, il y a 24 ou 48 heures, des reportages assez intéressants où les Français ne comprenaient pas, par exemple, je pense à l'Oise, pourquoi on fermait des marchés ruraux locaux et on laissait ouverts des supermarchés. C'est pas le même sujet que l'hôpital. Non, mais effectivement, il y a parfois des manques de cohérence, et ce qu'il faut, c'est que le gouvernement, et nous sommes à ses côtés pour assumer ça, soit dans une logique de transparence et de cohérence pour que les Français sentent que le pouvoir politique est uni, déterminé pour répondre à cette crise sanitaire. C'est un enjeu de responsabilité pour chacun d'entre nous. D'accord. Vous êtes prêt à accompagner le gouvernement dans ses explications de messages qui effectivement peuvent sembler contradictoires, parfois, mais que les médecins avalisent pour l'instant. Pour le moment, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de sang-froid, sans esprit partisan, tout en levant, et Robin avait raison, un certain nombre de sujets qui méritent d'être mis sur la place publique. Ne cachons pas les enjeux lourds qui se posent. Vous dites c'est le bon moment, tant pis. Est-ce que le droit de retrait, avant d'en venir aux conséquences économiques qui peuvent être lourdes aussi, mais est-ce que le droit de retrait dont se prévalent par exemple certains conducteurs de bus en région parisienne vous semble légitime? Oui, s'il est raisonnable
Vous savez, la loi française sur ce sujet est bien faite. Elle prévoit bien sûr un droit de retrait pour les salariés, mais qui peut être suspendu à tout moment ou sanctionné lourdement par les prud'hommes si l'entreprise, très rapidement, répond à l'inquiétude des salariés. Alors je l'ai entendu pour certains conducteurs de bus en région parisienne, c'était à partir de lundi matin, dès l'après-midi, je sais que les entreprises ont réagi avec la mise à disposition de masques ou de solutions hydroalcooliques. Donc à ce moment-là, le droit de retrait n'est plus légitime. Il faut que chacun soit responsable et raisonnable. Si une entreprise ne répond en rien aux logiques de sécurité, il est logique que les salariés alertent et l'entreprise et les pouvoirs publics. Si, et c'est le cas dans la quasi-totalité des situations, les entreprises répondent aux enjeux sanitaires, il n'y a aucune raison de profiter de la situation pour faire exercer son droit de retrait. Autrement dit, si ça se multipliait, c'est l'invocation au droit de retrait, alors que les entreprises de transport mettent à disposition des gels, il faudrait des sanctions, de savon, etc., ça vous semblerait dans ce cas illégitime. Et c'est d'ailleurs prévu par la loi, puisque en cas de droit de retrait illégitime, les prud'hommes peuvent sanctionner par des retenues sur salaire, voire des licenciements si l'entreprise est menacée. Alors, ce qui est menacé, c'est l'économie mondiale d'abord, l'économie française aussi. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire à ce sujet. C'est le ministre de l'économie, évidemment. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, que l'impact serait fort, puisque désormais, l'épidémie touche 60 pays dans le monde, avec plus de 90 000 personnes qui sont contaminés, mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cet impact soit le plus limité possible. Alors, impact le plus limité possible, et effectivement, le ministre de l'économie a annoncé un certain nombre de mesures qui permettent aux entreprises d'avoir des délais pour le paiement des charges, pour des garanties de paiement auprès des banques, etc. C'est proportionné? C'est, à votre avis, de quoi aider les entreprises à passer le cap? C'était très important que le ministre de l'économie s'exprime. Pour ma part, je pense que c'est encore insuffisant. Vous savez, je suis député de Loir-et-Cher, d'un territoire très touristique, avec la Motte Beuvron, le zooparc de Beauval ou encore le château de Chambord. Et je vois la préoccupation très lourde aujourd'hui de tous nos professionnels, de toutes nos PME, TPE, liés au secteur de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des salons professionnels, des événements sportifs. Il faut donc une prise de conscience générale et je crois que ce qu'ont fait les Américains cette nuit, avec le directeur de la Banque centrale qui annonce la baisse du taux directeur et une implication très forte de l'État américain, pourtant pays libéral, au service pour protéger les entrepreneurs américains. Nous devons être dans cette logique, nous en France. À l'échelle européenne? À l'échelle européenne et à l'échelle française. Parce que les taux sont très bas, on le sait bien, oui, en Europe et en France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau... C'est pas tellement aujourd'hui, vous avez raison, au niveau européen, une question de taux, même si on peut toujours faire plus. Moi, je prends un exemple et je fais une proposition. Il faudrait que Bruno Le Maire, avec nos partenaires européens, mais il peut déjà le faire pour notre pays, la France, demande aux banques françaises l'engagement de crédit et de prêt à taux zéro pour toutes les entreprises en difficulté. Chacun a bien compris l'enjeu qui est devant nous. On annonce 2 mois, 3 mois, 4 mois de crise sanitaire. Et donc, d'une prudence de consommation de la part des Français, d'une part, et puis d'une inquiétude très forte de nos entrepreneurs. Donc, c'est 2, 3 à 4 mois qu'il faut passer, enjamber, franchir. Vous demandez aux banques privées de prêter à taux zéro aux entreprises ou à l'État? Je demande à l'État, qui n'a pas failli en 2008, rappelons-nous, avec Nicolas Sarkozy, pour sauver le système bancaire, injecter des milliards et des milliards d'euros qui appartenaient aux Français et aux Européens dans le système bancaire pour garantir le système bancaire et le sauver, eh bien, il n'est pas inintéressant de considérer ce matin que le système bancaire qui a été sauvé par les Français et les États il y a 12 ans soit mis à contribution pour accompagner les entreprises françaises et européennes en difficulté. Comment pourrait-on obliger les banques à le faire? D'abord par une prise de conscience collective. Parfois la pression populaire, la pression des États. Vous savez, la politique, en tout cas c'est ma conviction profonde, est là pour dompter le système financier et bancaire quand il ne prend pas en compte l'intérêt général et le bien commun. C'est arrivé, vous savez, dans l'histoire de notre pays ou de l'Union européenne. Et je crois que si tous les ministres de l'économie de l'Union européenne se réunissent et demandent aux banques européennes, et en particulier aux banques françaises, de prendre conscience de l'enjeu lourd qui pèse sur la croissance européenne, sur l'économie mondiale, sur les entreprises françaises, à l'aube du printemps et de l'été,
Vous savez combien compte le tourisme dans notre pays. Eh bien, ma conviction, c'est qu'un certain nombre de banques joueront le jeu. En tout cas, c'est ce que je demande à Bruno Le Maire ce matin. C'est bien, mais est-ce qu'il faudrait que justement les États, quand même, elles aussi mettent à disposition des banques des fonds qui leur permettent d'envisager... Probablement. Après, sur l'architecture financière, c'est au ministre de l'économie d'apporter des réponses. Je sais qu'il y a la banque, la BPI, vous savez, qui peut garantir un certain nombre de prêts. Bruno Le Maire l'a annoncé. C'est une première mesure qui va dans le bon sens. Mais je crois qu'on doit aller plus loin. Ça n'est pas toujours aux Français et aux États de faire des efforts. Il faut aussi que le système bancaire, c'est son rôle. Historiquement, je rappelle que les banques ont été créées pour partager les risques. Aujourd'hui, il y a un risque économique fort. C'est votre côté socialiste toujours, ça? Non, c'est mon côté de justice sociale. Ouais. Moi, je crois profondément à l'économie, aux entrepreneurs. Je sais l'importance du système bancaire. Je ne suis en rien socialiste. Mais je crois, dans l'esprit du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, qu'il y a un équilibre entre l'économie et l'idéal de justice. Et qu'une économie juste, un ordre juste, ça fait partie de la logique génétique et institutionnelle de notre nation. Ordre juste, ça rappelle quelque chose. En tout cas, c'est votre appel solennel ce matin à la responsabilité des banques. Exactement. Pour qu'effectivement, elles aident les entreprises par des taux zéro. Est-ce que Bruxelles doit aussi se pencher sur sa règle des 3% de déficit ? Ça, c'est très probable. J'ai entendu le président de la République, il y a quelques semaines, évoquer cette éventualité dans d'autres circonstances. Je crois que la crise qui est aujourd'hui devant nous, une crise économique lourde qui s'annonce compte tenu des ralentissements que nous venons d'évoquer, commande une prise de conscience des États, avec les banques, je viens d'en parler, et une prise de conscience de la Commission de Bruxelles, qui doit permettre aux États en grande difficulté, les Italiens, les Espagnols, les Français, y compris nos amis britanniques, même s'ils ne sont plus dans l'Europe, une prise de conscience de la Commission de Bruxelles pour dire qu'il y aura beaucoup plus de souplesse dans l'exercice de la règle des 3%. C'est vrai que c'est toujours un peu étonnant d'entendre un membre éminent de LR appeler au laxisme budgétaire. Non, vous savez, c'est pas du laxisme budgétaire. Vous savez, moi je suis profondément gaulliste et sarkozyste, vous le savez. Et du général de Gaulle sur la question de la souveraineté des États, de la primauté du politique, à Nicolas Sarkozy, qui l'a si bien démontré en 2008 lorsqu'il présidait l'Union européenne, lorsqu'il sauva le système bancaire et donc l'épargne des Français. Oui, la politique commande l'économique. Il faut de la rigueur budgétaire. Je suis pour la rigueur budgétaire, mais je ne suis pas pour la rigidité budgétaire. C'est une vraie différence. Est-ce que vous posez des questions sur la tenue des élections municipales ou pas du tout ? Non, je crois qu'à 10 jours du scrutin municipal, ce serait, comme l'a très bien dit François Baroin, à la tête de l'Association des maires de France, un recul démocratique sans précédent. Donc que d'envisager l'annulation de cette élection municipale. Ils sont capables de tout, disait Jean-Luc Mélenchon hier, le patron de la France Insoumise, en imaginant que le gouvernement pourrait annuler ces élections parce qu'il y trouverait un intérêt politique. Ah, c'est sûr qu'en matière de cynisme, le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe nous en a assez peu préservé ces dernières semaines. Je ne vais pas ouvrir un nouveau front ce matin, mais enfin samedi dernier, convoquer un conseil des ministres consacré au coronavirus de manière légitime et profiter de cette journée en fin d'après-midi pour annoncer la mise en œuvre du 49.3, c'est au mieux un fiasco parlementaire, au pire du cynisme politique. Il y avait de la tactique derrière ? Très probablement, et nous le regrettons. Mais pour autant, vous avez noté que depuis le début de cette émission, avec Christian Jacob, avec les Républicains, nous choisissons une attitude de responsabilité sur la question de la crise sanitaire. Mais quand même, vous soupçonnez l'exécutif d'en profiter un peu de cette crise sanitaire. Je soupçonne même pas. C'est une réalité que voient les Français. Imaginons, et prenons un peu de hauteur, au-delà de la crise sanitaire, et nous avons raison d'en parler, il y a l'immense sujet de préoccupation des retraites. 320 milliards d'euros, 14% du PIB. C'est notre quotidien, notre avenir, Elisabeth Martichoux, et celui de nos enfants. C'est un enjeu fondamental. Et le gouvernement, après pourtant 2 années de fausses concertations, on se demande ce qu'a fait Monsieur Delevoye, interdit au Parlement, c'est-à-dire aux élus du peuple, de voter sur un texte aussi essentiel. Moi, j'appelle le gouvernement... Dans un cadre tout à fait constitutionnel, on le rappelle. Dans un cadre, certes, constitutionnel, je ne remets pas d'ailleurs en cause l'utilisation... Le recours du 43, mais la brutalité de la méthode, la façon de s'y prendre, en plein week-end de crise sanitaire, nous venons de le dire, alors même
qu'il y avait encore l'opportunité, à travers le temps programmé, d'organiser un contrôle du Parlement, une organisation plus stricte des temps de parole. Alors même que la conférence de financement n'est pas achevée, nous n'en connaissons même pas les conclusions. Moi, je soutiens Gérard Larcher lorsqu'il demande au président de la République et au Premier ministre de reporter l'examen du texte au Sénat après la conférence de financement. Il faut qu'Emmanuel Macron fasse preuve de sagesse et d'apaisement. L'arrogance, la brutalité, le cynisme ne font pas une politique. Et ça n'est pas de la noble politique. Si on veut réhabiliter la politique, il faut écouter les oppositions, il faut écouter l'inquiétude des Français, et sur un sujet aussi important que la question des retraites, il faut accepter de prendre le temps. Alors, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de débat. Il y en aura un ce soir. Un débat sur LCI. C'est la grande confrontation qui réunira, vous le savez, tous les candidats municipaux à Paris, et dont 3 femmes puissantes, les 3 femmes qui font la course en tête. Rachida Dati, qui est en tête pour l'instant, d'1 point devant, selon notre sondage Harris d'aujourd'hui, pour LCI. Rachida Dati, 1 point devant Anne Hidalgo, la maire sortante, et à ce stade, distancée Agnès Buzyn à 17%. Donc 25, 24 et 17. Mais Rachida Dati, elle a un souci, éventuellement. Elle peut arriver en tête au premier tour, comme d'ailleurs Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014. Mais on se demande comment elle peut gagner, dans le fond, parce qu'elle n'a pas de réserve. Ah, vous savez, moi, d'abord, bravo à LCI d'organiser ce débat, parce que, effectivement, la campagne parisienne est une immense surprise. Rappelons nos échanges à l'automne dernier, où tout semblait acquis, ou pour Madame Hidalgo ou pour le candidat En Marche. On voit bien que la vraie surprise de ce scrutin, c'est l'émergence de Rachida Dati et des Républicains. Rachida fait une campagne incroyable avec son caractère, son tempérament, un vrai projet de vie quotidienne. Écoutez-la bien sur son projet, on l'écoutera ce soir, sur l'armement de la police municipale pour répondre à l'inquiétude de sécurité des Parisiens, ses propositions d'ordre environnemental pour rendre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne aux Parisiens, toute sa politique en faveur des classes moyennes, des milieux de cordée à Paris, en effet, ce soir, sur l'accession au logement, sur les prix des cantines scolaires, de l'hyper concret. Bon, une fois si elle arrive effectivement en tête au premier tour, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, d'abord, la dynamique de premier tour au soir du 15 mars, c'est une première étape. Et puis, moi, je lance cet appel à tous les... Je ne suis pas parisien, vous savez que je suis député de Loir-et-Cher. Mais je dis aux Parisiens, si vous voulez tourner la page d'Anne Hidalgo, si vous voulez enfin un maire qui va s'occuper de vous, c'est-à-dire parler des classes moyennes, de la vie des familles, de la propreté, de la sécurité, de vos enjeux du quotidien, il n'y a qu'un seul bulletin de vote, un seul vote utile, c'est Rachida Dati. Et ma conviction, c'est qu'au soir du 15 mars, puisque Rachida sera en tête du scrutin, toutes celles et ceux qui veulent tourner la page d'Anne Hidalgo voteront pour Rachida Dati au second tour. Par exemple, parce qu'il y a des non-dits aussi, est-ce que des fusions de listes entre LR et LREM vous paraîtraient évidemment bienvenues? Non, pour ma part, vous savez qu'avec Christian Jacob, notre ligne directrice est claire. C'est d'ailleurs pour cela, à mon sens, que nous allons beaucoup mieux. Nous avons une frontière étanche sur notre droite avec l'extrême droite et nous avons une frontière étanche avec le pouvoir macronien qui mène une politique économique très injuste et très laxiste sur les questions régaliennes. Maintenant, qu'il y ait des retraits de liste ou un certain nombre de personnalités qui, prenant acte de leur échec, soutiennent notre candidat, tout cela, c'est la politique, et c'est la politique logique. Donc peut-être que certains prendront conscience que s'ils veulent, puisqu'ils le disent, ou elles le disent, tourner la page d'Anne Hidalgo, eh bien il est urgent de soutenir Rachida Dati. Vous parliez de frontières étanches. Le Rassemblement national n'a pas voté votre motion de censure à l'Assemblée hier. Elle a voté celle de la gauche. Vous regrettez ? Non, ça me semble assez logique. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement à l'unanimité, les parlementaires républicains, premier groupe d'opposition, ont voté la motion que nous avons présentée, soutenue quand même par près d'une quarantaine de voix supplémentaires. Parce que pourquoi l'extrême droite n'a pas voté notre texte? Parce que nous sommes, non pas dans une motion d'obstruction... Alors qu'il avait dit le matin qu'il la voterait, mais une motion de proposition. Nous avons un contre-projet. Nous voulons une réforme des retraites. Et le Rassemblement national n'est pas dans une vocation de proposition. Ils veulent la retraite à 60 ans, ils veulent les 35 heures, ils veulent la sortie de l'euro, ils veulent la baisse du pouvoir d'achat de nos retraités et des classes moyennes, enfin tout l'inverse de ce que la France mérite. Et vous voulez la hausse générale des salaires, toujours, de 20%? Oui, en échange de la baisse des cotisations patronales et salariales sur les entreprises. On en reparlera lors des conventions.
conventions. Voilà, ce sera un thème très disputé au cours de vos conventions thématiques. Ça commence aujourd'hui d'ailleurs. Exact, Par le avec Aurélien handicap. Pradier. Ce sera assez consensuel, j'imagine, ce soir. La question sociale le sera peut-être moins, mais ça ne fait que On le commencer. verra, mais si. C'est votre travail de reconstruction. On aura Exactement. l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Merci. Guillaume Pelletier.